Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés d'Air Cosmos, avec au menu cette semaine l'analyse des moyens aériens utilisés par la Russie dans son déploiement au Kazakhstan, Boeing qui dévoile son projet d'avion hypersonique qui pourrait être un bombardier ou un avion civil, les premiers tests du moteur du SCAF, l'avion de 6e génération européen conduit par Dassault, la modernisation des Gripen de la Hongrie par Saab. On fera un petit point d'étape sur la compétition entre Airbus et Boeing, mais on commence par les MiG-31K qui sont équipés du missile hypersonique Kinzhal qui ont été vus au-dessus de la mer Noire. Le MiG-31 Foxhound, comme on l'appelle, c'est la version biplace du MiG-25 Foxbat. C'est un intercepteur contre toutes les cibles, évidemment les chasseurs, les bombardiers, mais également contre les missiles de croisière, et il y a même une version du MiG-31 qui est anti-satellite en basse altitude, qui est l'équivalent russe du F-15 américain qu'on appelle le ASAT. À l'arrière de l'avion, on a le NOSA qui gère le système d'armes et le radar. C'était le premier avion au monde qui utilisait un radar à balayage électronique qui était capable de suivre 10 cibles et d'en engager 4 en même temps, avec une transmission de données entre les avions pour partager la situation tactique. La première version de l'appareil a été mise en service en 1981, il a été produit jusqu'en 1994, et les soviétiques disent même que son existence avait suffi pour réduire l'activité des avions de l'OTAN autour du bloc soviétique. C'est un biréacteur qui peut décoller avec une masse maximale de 41 tonnes, il va à Mach 2,8, il peut voler jusqu'à 26 400 mètres, et en 2011 il a subi différentes modernisations, c'est pour ça qu'il s'appelle maintenant le MiG-31BM, avec un nouveau radar qui a une portée allongée à 320 km, qui peut suivre 24 cibles en même temps, qui peut identifier automatiquement celles qui sont prioritaires. Il porte des missiles comme le R-37 qui peut aller à Mach 6 à 400 km, et il y a des ajouts de capacité air-sol, air-mer, l'amélioration également de la canopée, qui permet de voler plus longtemps à 3000 km/h sans subir de dégâts, et la toute dernière version, c'est le MiG-31K, parce qu'il est capable de porter le missile Kinzhal, qui change complètement la donne. Le Kinzhal, c'est un missile balistique aéroporté qui a une capacité nucléaire ou conventionnelle. Sa portée opérationnelle serait de 2000 km quand il est tiré depuis le MiG-31, à une vitesse de Mach 10, tout en gardant une manœuvrabilité élevée, et c'est l'une des 6 nouvelles armes stratégiques qui ont été dévoilées par le président Poutine le 1er mars 2018. Très clairement, il a été conçu pour détruire les forces navales et les systèmes de protection antimissiles de l'OTAN. Les premières fois qu'on a vu le MiG-31K porteur du Kinzhal, c'était lors du défilé aérien de Moscou dans le cadre des célébrations du 9 mai 2020. À l'époque, il avait été également accompagné par le fameux Sukhoi 57, et ensuite il avait été déployé de manière expérimentale en Syrie à l'été 2021, et il y a une dizaine d'avions qui sont en cours de transformation pour pouvoir recevoir ce Kinzhal, et la première escadrille complète devrait bientôt être opérationnelle, d'où cette première sortie identifiée sur la mer Noire, avec le binôme MiG-31 Kinzhal, et elles vont certainement se multiplier dans les prochains mois. C'est un signal très clair contre les forces de l'OTAN, qui voudraient éventuellement s'aventurer au large de l'Ukraine, puisque ce vol a été réalisé sur la mer Noire, et à terme le Kinzhal sera également déployé sur le bombardier stratégique le Tupolev 22, qui pourra en porter 4, et certainement également sur le Sukhoi 57. On reste dans les avions de chasse avec le Gripen de Saab, qui est en cours de modernisation en Hongrie pour passer au standard qui s'appelle le MS-20 Block 2. Il y a beaucoup de choses qui s'améliorent, notamment évidemment son avionique, mais également la liaison de données tactiques, la liaison 16, la communication voix qui est sécurisée avec les derniers standards de l'OTAN, il y a un IFF mode 5 de dernière génération, son radar a une portée qui a accru pour pouvoir suivre des cibles en RR à meilleure distance, il y a également une meilleure détection pour les petites cibles et une réduction des échos parasites, notamment par exemple des nuages, des oiseaux, etc. Il a une capacité d'emport qui est largement accrue, avec des missiles infrarouges allemands courte portée qu'on appelle l'Iris-T pour la protection à moins de 25 km, et surtout l'intégration du missile RR Meteor de longue portée, plus de 150 km, qui dispose d'une No Escape Zone qui est la plus grande du marché. Très clairement, il domine tous ses compétiteurs sur cette dimension de supériorité aérienne. En air-sol, il y a également le GBU-49, fait 225 kg, qui est en fait une adaptation de la Mark 82, avec des kits de guidage, soit laser, soit GPS, soit inertiel, et même un kit qui permet de tirer par tout temps, et on sait à quel point c'est problématique, on en a parlé il y a quelques jours. Le Gripen, il a été vendu à la Suède, à la Hongrie, à la République tchèque, à l'Afrique du Sud, à la Thaïlande et au Brésil, et en ce moment, la dernière version, c'est le Gripen nouvelle génération qui s'appelle le EF qui est livré. Il y a déjà 300 avions qui ont été commandés au total, et peut-être ce fameux contrat au Canada qui sera certainement gagné par le F-35 aux surprises, parce que les autres compétiteurs se sont simplement retirés, notamment le Rafale de Dassault, en estimant que la compétition était peut-être un petit peu truquée comme elle l'a été de nombreuses fois par le passé. Je donne l'exemple toujours de la Belgique qui a officiellement reconnu qu'elle avait orienté son appel d'offres pour faire gagner le F-35, donc autant
autant ne pas s'embêter et se fatiguer à participer aux appels d'offres. On passe avec de l'innovation avec Boeing qui vient de dévoiler la nouvelle version de son projet d'avion hypersonique qui est baptisé le Valkyrie 2, qui est évidemment une évolution du Valkyrie qui avait été présenté il y a 4 ans. À l'origine, le Valkyrie, c'était un projet d'avion de ligne hypersonique qui était capable de relier Londres à New York en 2 heures, et à l'époque, le projet était perçu comme une réponse au projet d'avion militaire hypersonique furtif et non piloté de Lockheed Martin qui s'appelle le SR-72, dont on a vu une première image supposée il y a quelques semaines, et c'était du coup le potentiel successeur de l'avion espion supersonique, le SR-71, qui était tout en titane, qui est absolument une beauté. Il y en avait eu 35 qui avaient été produits, et forcément, il a été retiré du service à la fin des années 90, parce que comme pour le B-2 et plein d'autres avions, vu qu'il n'y avait plus le RSS en face, les Américains n'avaient plus besoin de maintenir une flotte aussi importante. En tout cas, le Valkyrie 2, il présente plusieurs évolutions par rapport à la version 1. Déjà, son fuselage est beaucoup plus plat, les ailes sont plus courtes, et surtout, il a un nouveau positionnement des moteurs. Chacun des 2 moteurs a son propre carénage plutôt que de se trouver à côté, comme c'était dans la version 1. Et la problématique majeure maintenant pour tous les avions hypersoniques, mais aussi pour celui-ci, c'est la motorisation. Et Boeing n'invoque pas de choix technologique qui soit arrêté, mais on sait qu'ils ont déjà évidemment exploré plusieurs moteurs à grande vitesse différents, notamment les super statoréacteurs, qu'on appelle aussi les scramjets, comme sur l'avion expérimental le X-51, ou également les concepts dits de cycles combinés à base de turbines, qui permettent d'associer des technologies de turbines à réaction classique avec un ou plusieurs statoréacteurs. Cette double motorisation, elle permet d'exploiter le potentiel des 2 motorisations. La turbine à faible vitesse, c'est-à-dire jusqu'à Mach 3, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, il y a le statoréacteur pour les vitesses hypersoniques. Boeing a confié à Orbital ATK, devenu Northrop Grumman Innovation System, la conception de ce type de moteur. On verra bien où ça les portera. Et donc, évidemment, il y a la version potentiellement bombardier stratégique américain, mais potentiellement, pourquoi pas, des versions civiles, ou même vers du spatial pour tirer des petites fusées en basse altitude pour déposer des satellites. Ça pourrait être très efficace. On reste d'ailleurs dans les moteurs avec les tests du premier essai du moteur du NGF, c'est l'avion de 6ème génération qui fait partie du programme SCAF, et le moteur qui a été testé est un dérivé du M88 du Rafale. C'est un test qui a été conduit par Safran et la DGA. Ce qui était particulier dans cet essai, c'était l'utilisation de peintures qu'on dit thermocolores, qui permettent de mesurer la température qui a été atteinte à l'intérieur du moteur, là où les capteurs ne peuvent pas être placés. La peinture, elle a été placée sur les pales des aubes des turbines haute pression, et ensuite ça permet de connaître la température qui a été atteinte dans les différents endroits et la résistance des différents matériaux grâce à l'observation de cette peinture. C'est l'aboutissement de 5 ans de travail, avec notamment la réalisation de modèles numériques évolutifs du moteur, le design de nouveaux alliages métalliques, l'impression 3D d'ensemble de la turbine, et le moteur, évidemment, c'est un des 7 piliers du SCAF, qui a été là pour le coup géré par Safran et MTU, avec parmi les autres piliers, évidemment le drone de combat ailier, qui sera peut-être un ailier également pour le Rafale, du coup peut-être pour le Rafale, et le SCAF. On pense notamment au Neurone de Dassault, qui était très avancé, et clairement le plus avancé en Europe. Il y a également le cloud tactique de combat, également le SimLab, qui doit permettre d'avoir une cohérence d'ensemble, et on a déjà un premier exemplaire sur le plateau du SCAF qui a été inauguré en juin à Istres. Il y a également les capteurs, et enfin la furtivité. Pour le NGF, évidemment, le maître d'œuvre, c'est Dassault, puisque c'était le best athlète de chaque catégorie, mais ils ont 38% de la charge de travail, les 62% qui restent sont répartis chez Airbus entre l'Allemagne et l'Espagne. Le NGF, c'est le seul pilier sur lequel les négociations sont toujours en cours. La France et l'Allemagne n'arrivent pas à trancher, notamment sur la répartition des charges de travail sur des sujets comme les commandes de vol. Le SCAF, il doit voler en 2040 entre l'Espagne, la France et l'Allemagne. On passe sur le civil avec un point de situation sur la compétition entre Airbus et Boeing. Avec Boeing, pour lesquels les problèmes commencent à se résoudre progressivement. Déjà, il est repassé devant Airbus en nombre de ventes en 2021 avec 535 commandes nettes contre seulement 507 pour Airbus. Ça s'explique notamment par une forte baisse des prix, notamment sur le Boeing 737 MAX, et le gros parc de Boeing 737 MAX qui sont disponibles, qui étaient stockés pendant des années et qui permettent des livraisons très rapides. Par exemple, on a la compagnie Allegiant qui était normalement historiquement sur Airbus et qui a demandé 50 MAX pour pouvoir les recevoir directement dès l'année prochaine. Le MAX, il peut désormais voler dans tous les grands pays, donc les livraisons continuent à s'accélérer, et c'est surtout sur le long courrier que Boeing domine, avec 144 commandes contre seulement 46 pour Airbus, sachant évidemment que le fret, c'est quasiment tout ce qui s'est vendu en long courrier dans les 2 dernières années, donc logiquement Boeing continuera à dominer tant que le trafic ne sera pas totalement reparti. Par contre, Boeing reste très loin derrière Airbus pour tout ce qui concerne les livraisons, avec seulement 340 avions livrés contre 611 pour Airbus. Et très clairement maintenant, le principal souci pour Boeing, c'est le Dreamliner. Les livraisons ont été bloquées à cause de problèmes qualité qui ont été identifiés il y a quelques mois,
Et le problème, a priori, est réglé, mais la FAA et Boeing n'arrivent pas à trouver un accord pour les modalités du contrôle. Donc on a 110 Boeing 787 Dreamliner qui sont stockés, et il y a un espoir de reprise et livraison peut-être au deuxième semestre 2022, mais dans tous les cas, il devrait toujours en rester plus d'une trentaine qui seront stockés au moins jusqu'en 2025, le temps de repartir sur les chaînes et que tout le monde les récupère. Et au niveau économique, on se doute qu'ayant des grosses difficultés, ayant beaucoup de stock, ayant tous ces avions aujourd'hui qui ne peuvent pas être livrés, Boeing va rester dans le rouge encore quelques années, en tout cas beaucoup plus longtemps qu'Airbus. On termine avec le déploiement russe au Kazakhstan, et particulièrement la logistique aérienne, qui, on le sait, était le point noir pour l'armée russe, notamment sur l'autour d'expérience qu'on avait de la Syrie. Les Antonov 124, ils commencent à se faire rares, notamment parce que ce sont des avions Antonov, qui sont donc ukrainiens, donc il n'y a plus de pièces de rechange, étant donné les difficultés qui se passent entre l'Ukraine et la Russie. Donc, à l'époque de la Syrie, il y avait seulement les unités à haute valeur ajoutée qui pouvaient être déployées, notamment le S-400 de défense aérienne, par exemple certains chars de combat, et il n'y avait pas assez d'Ilyushin 76D, ce qui avait obligé l'armée russe à utiliser la marine, qui a assuré 55% du transport entre la Russie et la Syrie, et c'était tellement pas suffisant qu'ils ont même détourné des brise-glaces vers la Méditerranée pour assurer cette mission de transport. Donc la vraie question c'est, est-ce qu'il y a un rebond? Est-ce que ce rebond annoncé, souhaité, est une réalité? Donc il y a une analyse forte évidemment sur ce qui s'est passé au Kazakhstan, et les médias russes ont évidemment largement médiatisé tout ce déploiement de force dans le pays, avec des images qui montrent la présence des avions géants, notamment les quadriréacteurs comme l'Ilyushin 76 MD, qui a une masse maximale au décollage de 210 tonnes, dont 52 tonnes de fret, et l'Antonov 124 Condor avec ses 390 tonnes au décollage et ses 150 tonnes de fret. Il y a une déclaration du ministère de la Défense russe comme quoi 12 Ilyushin 76 et un Antonov 124 avaient déjà été utilisés le 7 janvier, avec une possibilité de faire appel à une flotte de 76 Ilyushin 76 et 5 Antonov 124 pour assurer un pont aérien entre les aéroports de Moscou-Skalovsk, de Severny à Ivanov et Vostochny à Ulyanovsk vers Almaty au Kazakhstan. D'après les images de Russia Today du 8 janvier, on voit qu'il y a 15 Ilyushin 76 en même temps sur le tarmac à Almaty, donc le nombre est confirmé également par une photo satellite de Google Earth du même jour, et si on compte ceux qui sont logiquement en vol, on imagine qu'il y a réellement des gros moyens qui ont été déployés, mais on ne sait toujours pas si les Antonov 124 sont vraiment disponibles. Il y a toujours ces soucis de maintenance, et logiquement ça va être insoluble, puisque les relations entre les deux pays ne sont pas prêtes de s'améliorer. Du coup, la situation elle est plutôt rassurante pour la Russie, avec une remontée en force qui semble à l'œuvre, d'autant que les Ilyushin 76 MD-90A rentrent progressivement dans le parc de l'armée russe, et lui, il aura une masse maximale de décollage à 210 tonnes, avec une capacité de 52 tonnes de fret, même si effectivement on l'a pas vu tout de suite sur le tarmac. Dans tout le matériel qui a été déployé, on remarque également un nombre important de blindés, surtout quand on considère que c'est simplement une mission de maintien de la paix dans laquelle les Russes n'ont pas pris part au combat, ils ont simplement gardé des points stratégiques, mais ils ont laissé les forces kazakhes reprendre le terrain face à cette rébellion. Mais on reconnaît aussi le véhicule Lyr-3, qui est associé au drone catapulté Orlan 10, qui a une petite charge utile de seulement 6 kg, mais qui permet notamment d'intercepter les communications de téléphone portable, d'en identifier la source, mais aussi de brouiller toutes les communications sur une zone. Ce sera plus efficace que de couper Internet dans le pays pendant plusieurs jours, c'est ce qu'on a vu au début de la crise. Le déploiement s'est fait sur Almaty, mais aussi autour du cosmodrome de Baïkonour. On comprend bien le caractère vital de l'installation, évidemment, parce que c'est là qu'il y a une majeure partie des fusées russes qui sont tirées, et on peut considérer un petit peu ça comme Sébastopol, qui était le port de la flotte de la mer Noire pour la Russie, qui se retrouvait en Ukraine, en Crimée. Donc on comprend que dans les deux cas, ils essaient de maintenir un régime ami, sachant que le Kazakhstan est en train petit à petit de passer, de s'éloigner de la Russie. Une majorité du pétrole est désormais exploité par des compagnies américaines. Ils vont mettre fin à l'écriture cyrillique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui donnent l'impression en tout cas que le pays est en train de s'éloigner du grand frère russe. Peut-être aussi pour ça qu'ils sont intervenus. En tout cas, démonstration de force. Ils ont soutenu le président local qui a fait un appel à l'aide officiel. Donc c'est le premier déploiement opérationnel de cette force de réaction rapide des anciens pays du bloc de l'Est. Et le Kazakhstan et la Russie accusent notamment des ennemis de l'extérieur. Ils citent par exemple des terroristes étrangers qui auraient reçu un entraînement paramilitaire
dont des membres de l'État islamique et des militants pan-turcs qui pour certains sont affiliés au groupe des loups gris ou du prédicateur Fethullah Gülen en exil aux États-Unis. En tout cas, le poids réel de ces forces occidentales déstabilisatrices dans le pays est peut-être un petit peu surévalué, c'est peut-être aussi pour faire monter la pression sur place. D'ailleurs, je vous invite à regarder la super vidéo qui a été faite par nos copains de la chaîne Terra Bellum, vidéo, là, je sais pas où est le lien en haut, vous pourrez cliquer dessus pour aller voir cette vidéo, elle est super intéressante, une demi-heure dédiée vraiment au cas du Kazakhstan, super intéressant d'un point de vue relations internationales. J'espère que ça vous a plu, merci encore pour toutes vos questions, vous êtes super nombreux, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires, n'hésitez pas du coup, et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle revue de presse RE Cosmos la semaine prochaine.